Merci de votre présence à cette table ronde sur l'isolation des bâtiments. Donc, nous vous recevons aujourd'hui au titre de vos 5 organisations professionnelles qui regroupent des acteurs de l'isolation thermique des bâtiments. Le syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérale manufacturée, représenté par sa présidente Elisabeth Bardet, qui rassemble les industriels français fabricants de laine de verre et de roche. Le collectif Isolons la Terre contre le CO2, représenté par son porte-parole, M. Olivier Servant, qui regroupe les entreprises fournisseurs de solutions destinées à réduire la consommation d'énergie dans le bâtiment. L'association Promotois, représentée par son président, M. André Dott, qui regroupe 7 entreprises industrielles spécialisées dans la fabrication de matériaux de construction pour la toiture. L'association Mur-Manteau, représentée par son président, M. Philippe Boussemard, qui regroupe les industriels de l'isolation thermique par l'extérieur. Enfin, l'Association française des industries de matériaux et composants pour la construction, représentée par M. Jean-Christophe Barban, directeur des affaires publiques, qui regroupe les syndicats et fédérations qui représentent les industriels fabricants de produits entrant dans la construction. Madame, Messieurs, vous représentez à vous 5 l'industrie de l'isolation, acteur indispensable de la rénovation énergétique des bâtiments. Il nous est naturellement paru nécessaire, dans le cadre des travaux de notre commission d'enquête, d'associer les acteurs de la filière. Alors que l'objectif de notre commission d'enquête est de comprendre les freins à l'efficacité des politiques publiques en matière de rénovation énergétique, cette table ronde vise notamment à identifier de potentiels blocages dans l'offre de rénovation. La filière de l'isolation des bâtiments est-elle en mesure de répondre aux demandes de rénovation énergétique? Si ce n'est pas le cas, comment l'expliquez-vous? S'agit-il par exemple d'une pénurie de matériaux ou bien d'un manque de qualification, ou bien des deux, peut-être? Surtout alors que l'Europe, à travers une nouvelle directive sur la performance énergétique des bâtiments, semble vouloir accélérer la décarbonation à l'horizon 2030 et que, de fait, MaPrimeRénov' a essentiellement financé des changements de mode de chauffage, n'y a-t-il pas un risque que la décarbonation prenne le pas sur les objectifs de sobriété et d'isolation? Même si la rénovation globale d'un logement reste l'idéal, beaucoup s'interrogent aujourd'hui sur sa faisabilité, sur la capacité de la filière à faire face à une hausse brutale de la demande et la collectivité et les particuliers à les financer. Plusieurs s'interrogent également sur la pérennité des matériaux employés. Lors d'auditions précédentes, certains ont parlé de 20 à 25 ans de durée de vie, ce qui voudrait dire que l'isolation réalisée aujourd'hui serait à refaire en 2050. Est-ce exact selon vous? De plus, alors que le confort d'été n'est, selon nous, pas assez pris en compte, est-ce que certains matériaux d'isolation ne sont pas mal adaptés à l'évolution climatique qui nécessitera d'être au moins autant protégés du froid que des vagues de chaleur? Enfin, le but de la rénovation énergétique étant tout autant de protéger le pouvoir d'achat que la planète, les matériaux d'isolation peuvent-ils eux-mêmes relever le défi de la neutralité carbone, de la recyclabilité ou du réemploi? Voilà, avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions, qui sont déjà très vastes, et pour un propos introductif que vous partagerez alors dans l'ordre que vous le souhaitez et pour le temps qui vous semble le plus opérationnel, sachant qu'on a l'audition, après on a 1h30, c'est ça? Donc à 1h15 vous consacrez, donc je pense qu'on a quand même suffisamment de temps pour échanger et puis surtout ensuite pour que monsieur le rapporteur puisse vous poser un certain nombre de questions complémentaires par rapport à vos propos introductifs ainsi que d'autres membres de la commission d'enquête. Je vous indique que cette audition est diffusée en direct
et en différé sur le site internet du Sénat, qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu qui sera bien évidemment publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 € à 100 000 € d'amende. Aussi, je vous invite donc, les uns après les autres, à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». On peut commencer par vous, Monsieur Barban. Je vous remercie de vous prêter à ce formalisme qui fait partie aussi de toutes les commissions d'enquête. Donc, je vous laisse la parole, bien volontiers, et ensuite, Monsieur le rapporteur et d'autres membres de la commission viendront vous compléter vos propos et donc rajouter un certain nombre de questions supplémentaires. Je ne sais pas, est-ce qu'on commence par Madame la Présidente Bardet, peut-être, messieurs? Voilà, allez, on vous laisse commencer, Madame. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs, je vous remercie d'avoir convié le FILM, le Syndicat national des fabricants d'isolants en laine minérale manufacturée, à participer à ce débat. Le FILM rassemble et représente 5 entreprises adhérentes, les sociétés Eurocoustic, Isover, Knauf Insulation, Rockwool et Ursa, soit plus de 90% de la laine minérale vendue en France. Ces industriels comptent 8 sites de production en France pour environ 3 000 emplois directs répartis sur l'ensemble du territoire. Sur les 4 dernières années, près de 400 millions d'euros d'investissements productifs ont été opérés par ces industriels et d'autres sont en cours. Nous estimons que les ventes d'isolants en laine de verre et en laine de roche permettent d'isoler chaque année environ 1 million de maisons. Et 98% de ces isolants sont produits localement. Les laines minérales sont une filière d'avenir au cœur du quotidien des Français. Ce sont les isolants les plus utilisés en raison de leur performance thermique, acoustique, de protection contre le feu, également de leur coût optimisé. L'isolation en laine minérale, c'est une solution économique et écologique. C'est une industrie moteur des territoires qui recrute et qui forme. La filière offre des emplois qualifiés non délocalisables. Notre industrie fait appel à de nombreux savoir-faire et irrigue l'ensemble du secteur de la construction. Enfin, c'est une industrie engagée dans le développement durable. La décarbonation de ses activités, l'optimisation environnementale, avec en particulier l'électrification de ses procédés de fabrication, la récupération de la chaleur fatale et l'intégration de matières recyclées. Il y a entre 50% et 80% de contenu recyclé dans nos isolants. Nous saluons la prise de conscience politique sur la question de la rénovation énergétique. L'isolation des bâtiments est un levier principal de sobriété énergétique. La rénovation de l'ensemble du parc au niveau équivalent bâtiment basse consommation, BBC, à 2050 permettrait entre 400 et 500 TWh d'économie d'énergie par an. C'est environ 1,2 fois la production nucléaire annuelle. Les défis sont immenses. Près de 6 millions de ménages sont en précarité énergétique. 700 000 rénovations globales et performantes doivent être opérées par an entre 2030 et 2050. Pourtant, malgré des objectifs ambitieux et des avancées réglementaires, la rénovation du parc n'avance qu'à petits pas. Nous pensons que la rénovation énergétique globale et par étapes doit être une priorité nationale, car elle permet la réduction des consommations énergétiques, la réduction des factures énergétiques et la décarbonation. Notre filière est prête pour accompagner la massification de la rénovation thermique globale et nous appelons au renforcement et au rééquilibrage des dispositifs d'incitation à la rénovation thermique, en fait à l'isolation, pour réduire efficacement la consommation d'énergie en France.
Le dispositif des C2E, des certificats d'économie d'énergie, est le premier levier de financement. C'est un dispositif décidé par l'État, assumé financièrement par les obligés. Il faut augmenter l'enveloppe et la valeur des C2E isolation précarité. Il faut rééquilibrer le marché en faveur de l'isolation, car aujourd'hui, il ne se concentre que sur le changement des équipements. Enfin, il faut établir un corridor de prix pour stabiliser le dispositif sur un temps long. Le dispositif MaPrimeRénov' est également clé. L'augmentation des aides MaPrimeRénov' en avril l'année dernière, 2022, pour le changement des systèmes de chauffage, pour remplacer les chaudières gaz et au fioul, ne suffit pas. Un bâtiment mal isolé reste une passoire thermique. L'efficacité de la lutte contre ces passoires thermiques commence par un rééquilibrage des aides. Les gestes d'isolation ne représentaient en effet que 21% en 2022, 21% des aides publiques en 2022, alors qu'ils constituent 4 des 6 types de travaux de rénovation à réaliser dans le cadre d'une rénovation performante. Alors que les objectifs de rénovation énergétique sont constamment réaffirmés, la filière appelle le gouvernement à prendre urgemment les mesures correctives nécessaires et à stabiliser le dispositif pour tenir les ambitions. Les critères d'éligibilité des aides à la rénovation doivent être alignés et simplifiés pour améliorer leur efficacité, la lisibilité et l'accessibilité des travaux de rénovation pour les particuliers. Nous appelons par ailleurs à une vision et une action d'ensemble plutôt que d'opposer les matériaux, les isolants en l'occurrence. Le basculement vers le tout biosourcé est un pari risqué à l'heure où cette industrie ne dispose pas des outils productifs suffisants pour répondre à la demande. La politique doit s'appuyer sur 2 jambes complémentaires, les isolants minéraux et les biosourcés. À ce titre, les laines minérales sont les alliés naturels de la construction bois en raison de la protection qu'elles confèrent en matière de risque incendie et d'isolation thermique et acoustique. Les entreprises de la filière minérale investissent massivement et régulièrement. Ces lourds investissements nécessitent visibilité et stabilité. Face à la concurrence européenne, l'enjeu est de maintenir la capacité à s'approvisionner en matériaux made in France, performants et accessibles à tous les portefeuilles. La filière appelle donc à garantir des conditions de concurrence équitables entre matériaux, fondées sur une approche performantielle, scientifiquement valide, et non sur des choix de matériaux a priori. Alors que les objectifs climatiques sont appelés à être renforcés aux échelons national et européen, la mixité des produits de construction est une mesure de bon sens, s'inscrivant dans une double logique économique et écologique. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je vous remercie pour votre écoute et je suis toute disposée à répondre à vos questions. Merci Madame la Présidente. Qui veut prendre la suite de Madame la Présidente? Allez, Monsieur Barban. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Donc, Jean-Christophe Barban, donc je suis directeur des affaires publiques de l'association AIMCC qui regroupe l'ensemble des fabricants de produits de construction, produits et équipements de construction. Je suis également délégué permanent du comité stratégique de filière industrie pour la construction et donc si vous me le permettez, j'interviendrai aussi à ce titre. Voilà, juste pour vous rappeler que l'AIMCC regroupe toutes les organisations professionnelles de producteurs de matériaux de construction, 7000 entreprises de plus de 20 salariés, 450 000 collaborateurs, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché français. Sur tous les matériaux intervenant dans la construction, de l'acier, du bois, du ciment, du verre, de la terre cuite, des plastiques, peinture et chimie du bâtiment, isolants, minéraux et biosourcés, produits d'étanchéité, produits et équipements électriques, équipements de chauffage et climatisation, ventilation.
Voilà, le rôle de la IMCC et du CSF-IPC, c'est de mener des actions collectives qui sont complémentaires des actions individuelles menées par les entreprises, notamment sur les grandes priorités de la transition écologique de la filière, qui sont la décarbonation des procédés de fabrication, des produits et des ouvrages, le développement de l'économie circulaire, en particulier recyclage, réemploi, et enfin la rénovation énergétique performante des bâtiments, où les industriels peuvent jouer un rôle clé en collaboration avec les autres acteurs de la filière, qui sont importants aussi, distributeurs, entreprises de construction, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage. Ce rôle clé, donc, il le joue non seulement comme fabricant de produits d'isolation, mais aussi de ventilation, de chauffage, de climatisation, ce que je disais tout à l'heure, et aussi d'instruments de contrôle de ces équipements, qui sont importants. Les industriels innovent en permanence pour accroître la performance de ces produits, tout en minimisant leur impact environnemental. Les caractéristiques environnementales et sanitaires de ces produits, ainsi que leurs performances techniques, performance mécanique, performance d'isolation, durabilité, sont consignées dans ce que nous appelons les fiches de déclaration environnementale, FDES pour les produits, PEP pour les équipements, fiches qui sont mises à disposition de l'ensemble des acteurs de la construction au travers de la base IGNES, ce qui permet aux acteurs de la construction, munis de ces fiches de performance et de caractéristiques environnementales, d'optimiser au mieux leur ouvrage d'un point de vue technique et environnemental, que cet ouvrage soit de construction neuve ou de rénovation, bien entendu. Aujourd'hui, nous pouvons déjà dresser deux constats concernant la rénovation énergétique. Premièrement, même si les innovations sont permanentes, notamment en matière de décarbonation, les solutions techniques existent pour rénover de façon performante l'ensemble de tous les bâtiments et toutes les catégories de bâtiments, et les capacités de production sont là pour servir les objectifs quantitatifs de la France en la matière. Deuxième constat, les industriels, ce que disait Madame Bardet tout à l'heure, demandent que les produits, pas que les industriels, l'ensemble des professionnels de la construction demandent que les produits soient appréciés objectivement sur leurs performances techniques et environnementales, performances qui sont d'ailleurs vérifiées et communiquées régulièrement, je le disais tout à l'heure, à travers la base IGNES. Cette approche performantielle permet au marché de choisir librement entre les produits, sans discrimination, en tenant compte aussi de leurs critères économiques, coûts et disponibilité, bien sûr. La question majeure qui se pose à nous aujourd'hui en matière de rénovation est la massification, ça a été dit tout à l'heure, des rénovations pour tendre vers l'objectif de 500 000 rénovations par an jusqu'en 2050. Et nous en sommes loin, nous le savons. Je rappelle rapidement les enjeux de cette rénovation. Réduction des besoins en capacité, réduction bien entendu des émissions de gaz à effet de serre, réduction des consommations énergétiques, mais aussi réduction des besoins en capacité de production d'énergie électrique. 10% de la rénovation du parc permettrait d'économiser 7 nouvelles tranches nucléaires, ce qui n'est pas rien. Des enjeux sanitaires, bien entendu, à travers l'amélioration de la qualité de l'air intérieur, conditions de travail dans les bâtiments, des enjeux sociaux, bien évidemment, et puis des enjeux économiques, avec la création d'activités et d'emplois très nombreux dans la rénovation, compensant la baisse à long terme de la construction neuve. On sait que dans les années qui viennent, la construction neuve va baisser de façon très importante, et donc la rénovation peut prendre le relais au travers des mêmes acteurs. Et bien entendu, création d'emplois dans nos industries, puisque les produits de construction se transportant mal sont en grande majorité fabriqués en France pour servir le marché français. Dans ce contexte, un certain nombre de points clés nous semblent à mettre en avant concernant les politiques publiques en matière de rénovation pour relever le défi de la massification.
Le premier défi a déjà été dit, c'est de cibler les rénovations globales et performantes. Je ne reviens pas là-dessus, ça a été suffisamment expliqué, je crois que c'est un sujet que vous connaissez très bien. Le deuxième défi qui nous semble très important, c'est l'accompagnement des maîtres d'ouvrage dans l'acte de rénovation. Un accompagnement plus efficace pour accompagner que ce soit les collectivités territoriales ou les maîtres d'ouvrage privés, du logement ou des bâtiments tertiaires dans leurs opérations de rénovation. Cela exige des diagnostics fiables, mais aussi des exécutions professionnelles qui sont aujourd'hui un vrai défi. L'acte de rénovation est encore trop vécu comme une punition par les maîtres d'ouvrage, ce qui n'est pas sain, ce qui n'est pas positif. C'est source d'incertitude, c'est source d'anxiété très souvent, ce qui fait que les maîtres d'ouvrage reportent leur décision de rénover. Il faut donc rassurer ces maîtres d'ouvrage, leur apporter aussi l'appui nécessaire dans les diagnostics, dans la réalisation des plans, dans le choix des prestataires, dans l'obtention des financements. Troisième défi qui nous semble important, le défi financier, il a été suffisamment déjà développé, je n'y reviens pas. Quatrième défi, l'accroissement de l'offre professionnelle de rénovation, en commençant par les capacités de diagnostic et d'audit, mais aussi de réalisation des travaux, avec des entreprises ou groupements d'entreprises en mesure de gérer efficacement les interfaces entre les différents lots de la rénovation, et une main-d'œuvre qualifiée, nouvelle, qui doit être renforcée par de nouvelles formations mises en place dans les territoires, notamment au profit des jeunes qui sont en général enthousiastes lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre des travaux de rénovation qui sont utiles pour la société. Enfin, le dernier défi qui nous semble extrêmement important, c'est l'implication forte des collectivités territoriales, plus forte qu'aujourd'hui, dans le projet de rénovation énergétique de notre pays. Les régions d'abord, qui sont non seulement intéressés en tant que maîtres d'ouvrage de certains bâtiments publics, mais aussi pour renforcer l'accompagnement des autres maîtres d'ouvrage dans les territoires, avec une véritable ingénierie de rénovation qu'elles sont capables de mettre en œuvre, adaptée au terrain et aux typologies des bâtiments, mais aussi pour apporter des financements complémentaires, et enfin pour développer des formations adaptées aux besoins croissants de compétences en la matière. Les départements ensuite, et enfin les communes et les intercommunalités qui sont organisées et dimensionnées pour porter et mettre en œuvre opérationnellement des projets ambitieux de rénovation énergétique. Cette implication forte des collectivités territoriales est le sens du projet Rénobati qui est porté par le CSF-IPC, projet qui est actuellement soumis à l'appréciation de l'État et très prochainement des régions de France. Rénobati suggère une approche territoriale via des projets pilotes concernant le bâti public et le bâti privé portés par les intercommunalités. Dans Rénobati, les régions ont vocation à réunir et structurer avec le CSF-IPC l'ensemble des acteurs de la filière régionale de rénovation et de lancer, en accord avec l'État, des appels à manifestation d'intérêt pour appuyer les intercommunalités dans le montage de leurs projets. À leur côté, les acteurs de la filière, notamment les industriels, présents régionalement, peuvent apporter leur expertise et leurs solutions en matière de rénovation et aussi de décarbonation du bâtiment. Voilà, ce projet est en cours de finalisation avec les équipes de l'État et GPI en particulier, et avec certaines régions qui s'expriment déjà et fortement intéressées par ce projet. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Merci. Merci, Monsieur le Directeur. Monsieur le Président du groupement du Mur-Manteau. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci tout d'abord de nous avoir conviés à cette audition et de pouvoir ainsi contribuer aux travaux de votre commission. Notre association, puisqu'il en est ainsi, le groupement du Mur-Manteau, est une association qui regroupe en fait les
industriels de l'isolation thermique par l'extérieur et dont l'ambition, la mission, je dirais, est de contribuer à la rénovation énergétique et de réussir la transition énergétique de notre pays. Cette association est composée d'industriels et de membres qui composent les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Nous sommes des acteurs de l'enveloppe du bâtiment et nos membres, nos 30 membres, qui représentent à peu près 95% du marché, sont ou bien des grands groupes, des TPE, des PME ou des ETI, qui sont tous implantés localement et engagés fortement donc, dans les territoires, avec des emplois qui en effet ne sont pas délocalisables et qui sont tous engagés dans la décarbonation également de leur process de production. Un système d'isolation thermique par l'extérieur, vous allez me permettre d'être un petit peu factuel, mais simplement pour vous expliquer ce que c'est. C'est un isolant que l'on vient imposer sur la structure d'un bâtiment, qui va également protéger la structure de ce bâtiment. Cet isolant, quel qu'il soit, va être recouvert de différents composants et ensuite d'une décoration esthétique qui va permettre de raconter une histoire de façade. Alors, ce système d'isolation thermique par l'extérieur, qu'est-ce qu'il va vous apporter? Eh bien, si on pense avant tout aux occupants, il va avant tout apporter du confort. Du confort d'été, vous en parliez, je pense que vous avez tout à fait intérêt et raison de mentionner ceci, du confort d'été et du confort d'hiver. Parce qu'aujourd'hui, pour tous nos concitoyens, il est fondamental d'habiter dans des bonnes conditions sanitaires, dans des logements décents. Donc déjà, c'est du confort. Le deuxième point, bien entendu, c'est de la sobriété énergétique. Et je veux véritablement mentionner ce point parce que dans les temps que nous connaissons, on sait bien que sobriété énergétique égale souveraineté énergétique. Et cette sobriété énergétique va donc rapporter aux occupants, qu'ils soient maîtres d'ouvrage publics ou qu'ils soient maîtres d'ouvrage privés, une baisse des dépenses, donc une augmentation du pouvoir d'achat, notamment pour nos concitoyens dans les temps que nous vivons, et également, bien entendu, derrière, une baisse des émissions de gaz à effet de serre et une baisse des émissions de CO2. Ce que ça va apporter aussi, c'est tous les bénéfices co-sanitaires dont nous trouvons au sein de notre association dont nous ne parlons pas assez, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, 1 euro investi dans la rénovation énergétique des bâtiments, c'est 42 centimes d'euros d'économiser en frais de santé. C'est une étude de l'OMS qui a été reprise par l'OMS récemment sur ces chiffres-là et qui montre bien à quelle hauteur se trouve l'importance de la rénovation énergétique pour la santé de nos concitoyens. Notre organisation, elle se mobilise au niveau européen, et vous en avez parlé, Madame la Présidente, dans le cadre de la révision de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments, avec les trilogues qui vont commencer dès le 6 juin, d'ailleurs, mais elle se mobilise également en France. Et nous avons publié 2 livres blancs sur la qualité de l'enveloppe du bâtiment, dont le dernier, en mars 2023, qui s'appelle « Pas de neutralité carbone sans une isolation globale et performante des bâtiments ». Dans ce document, nous appelions à des mesures phares pour atteindre la stratégie nationale bas carbone, les objectifs que le gouvernement a fixés dans la stratégie nationale bas carbone 2050. La première mesure, c'est quelque chose que vous connaissez puisque ça a été demandé également par un des sénateurs, c'était un plan choc d'éradication des passoires thermiques. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a un saupoudrage des aides au niveau de ce qui est à la disposition des pouvoirs publics et qu'il est nécessaire maintenant de se concentrer sur des sujets pour massifier les effets et les impacts positifs. Donc nous avons proposé et nous sommes appuyés pour le financement sur une étude qui a été réalisée par un collectif que vous avez auditionné ici, le CLER, avec l'initiative Rénovons, qui a réalisé en 2021 une étude complète sur les coûts et les bénéfices d'un plan de rénovation des passoires énergétiques en 10 ans. Et on parlera après du montant, je pense, parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Donc c'était la première mesure. La deuxième mesure, et vous en avez également parlé, la rénovation globale et performante a un coût.
elle est quelquefois difficile à réaliser. Et en fait, nous avons souhaité, dans ce livre blanc, eh bien, proposer la mise en place d'une prime de travaux combinée qui va faciliter la programmation de travaux de gestes simples, permettant d'atteindre le niveau BBC en 2 ou 3 étapes. Et certainement 3 étapes, ce qui est bien préférable. Le niveau BBC, c'est l'objectif de la SNBC 2050. Ce sont les quasiment, il y a à peu près 30 millions de logements aujourd'hui. Si j'enlève les logements vacants, si j'enlève les résidences secondaires, si on veut atteindre le niveau BBC, il y a quasiment entre 27 et 28 millions de logements à rénover d'ici 2050. Donc ça veut dire que c'est un point qui est essentiel. Et puis enfin, le dernier point sur lequel nous appelons véritablement les pouvoirs publics à réfléchir, c'est d'arrêter de considérer la rénovation énergétique comme une ligne budgétaire dans le budget de l'État. La rénovation énergétique est un investissement. Il faut considérer la rénovation énergétique non pas comme une dépense qui va s'additionner d'année en année, et qui ne pourra absolument pas, je dirais, être reportée d'une année sur l'autre, d'une mandature sur l'autre. La rénovation énergétique doit être un investissement au bénéfice de la planète, au bénéfice du futur de nos enfants. Et c'est pour ça que nous considérons qu'aujourd'hui, il faut travailler sur le financement, le tiers-financement. Il faut travailler avec les banques de façon à ce que les chiffres de la rénovation énergétique ne fassent plus peur, mais qu'ils fassent envie. Voilà, je serai tout à fait disposé à répondre à vos questions. Merci. Monsieur le Président de Promotois. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci d'abord pour cette invitation que nous prenons de façon un peu égoïste au sein de Promotois comme la reconnaissance de la filière et du toit dans les enjeux de rénovation énergétique. Et je rappelle, et vous le savez forcément, ça a dû vous être dit, que 30% de la déperdition énergétique se fait par le toit. Rapidement, l'association Promotois, c'est quoi? Vous l'avez dit, Madame la Présidente, c'est une association créée en 2005 qui comprend 7 entreprises industrielles, Edilians, Isover, Terreal, Unilin, Velux, VM Zinc et Wienerberger, qui sont spécialisés dans la fabrication en France de matériaux de construction pour la toiture. Et là, on ne parle pas uniquement de l'isolation, on parle de couverture, on parle de zinc évidemment, on parle de panneaux solaires et on parle de fenêtres de toit. Pourquoi elle a été créée? Pour essayer de nourrir le débat avec les acteurs du bâtiment d'une part, mais aussi avec les institutionnels, comme vous en particulier, autour du rôle du toit dans les enjeux d'environnement, on y est tout à fait dans le sujet aujourd'hui, mais aussi de logement et d'urbanisme, j'y reviendrai tout à l'heure, qui nous paraît extrêmement important quand on parle d'artificialisation des sols. À ce titre, nous publions régulièrement des études, comme vous, des livres blancs. Le dernier nous concernant, ça a été fait en 2022, et ça parlait du toit au cœur des enjeux sociétaux. Alors, pour nous, le toit, et on y reviendra, car c'est le sujet vraiment du jour, on l'appelle dans notre jargon la 5e façade, c'est cette coque protectrice contre le froid et contre le chaud, comme vous l'avez dit. C'est évidemment le support idéal de captage d'énergie solaire aujourd'hui et demain, mais c'est aussi un créateur d'espaces habitables sans consommation foncière et que nous jugeons aujourd'hui sous-exploités. D'une manière générale, ça a été dit par Madame Bardet, moins de 25% de la totalité des gestes aidés par MaPrimeRénov' en 2022 ont concerné des travaux sur l'enveloppe et une part négligeable sur le toit. Il nous paraît fondamental, ça a été dit par mes 3 collègues, et je pense qu'Olivier Servan va y revenir, il nous paraît fondamental, et c'est pour ça que je le répète, de créer une dynamique vers la rénovation globale, en favorisant la rénovation performante par étapes, en créant des parcours complets de rénovation énergétique, dans lequel, nous l'espérons, la rénovation de la toiture aura toute sa place. À cet égard, des aménagements à la fois simples et concrets au regard des aides aux ménages permettraient d'adresser le sujet qui, nous, dans notre domaine, nous paraît fondamental, qui est le sujet des maisons individuelles. Les maisons individuelles, c'est à peu près, si j'arrondis les chiffres, 20 millions de maisons individuelles en France, un tiers avec des combles aménagés, un tiers avec des combles aménageables, un tiers avec des combles non aménageables. Je simplifie. Sur le sujet des maisons avec combles aménagés, qui bénéficient aujourd'hui d'un des plus faibles niveaux d'aide, on a aujourd'hui une couverture pour les ménages les plus modestes d'un maximum de 30% des coûts totaux pour de l'isolation par l'intérieur, dans les combles aménagés,
et qui tombe à moins de 15% pour de l'isolation par l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'au contraire des murs, des parois verticales, où on a des barèmes différents selon qu'il s'agisse d'isolation par l'intérieur ou isolation par l'extérieur, c'est un dispositif qui n'existe pas pour les toits. C'est assez facile, nous semble-t-il, à adresser, évidemment en trouvant les financements qui correspondent à tout ça, mais je rappelle que dans les maisons à combles aménagées, on a estimé à 1,3 million le nombre de passoires thermiques. D'autre part, les maisons avec combles aménageables, là aussi, encore une fois, un tiers du marché total des maisons individuelles. Nous considérons, et ça va bien au-delà du toit, c'est valable aussi pour un garage ou une pièce inutilisée, qu'aménager des logements dans le périmètre du bâti existant est un vrai levier fondamental pour la rénovation énergétique et contre l'artificialisation des sols. Des millions de mètres carrés rapidement activables. Nous, concernant les toits, on a estimé à 90 millions de mètres carrés le gisement potentiel activable. Or, le simple fait de créer des nouvelles pièces exclut ces travaux de certains dispositifs de financement, comme les éco-PTZ. Et ça aussi, nous pensons que c'est un point qu'on pourrait assez facilement et assez rapidement adresser. Et dans le cadre des maisons à combles aménageables, nous avons estimé, avec les études que nous avons initiées, à environ 400 000 passoires thermiques le gisement. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre à d'autres questions. Merci, Monsieur le Président. Notre dernier intervenant pour l'heure, donc, c'est Monsieur Servant, porte-parole du collectif Isolons la Terre. Bien, merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci encore une fois de nous autoriser à participer à ce débat et à contribuer à l'enquête concernant donc les politiques publiques de la rénovation énergétique au titre du collectif Isolons la Terre contre le CO2 dont je suis le porte-parole. Le collectif Isolons la Terre contre le CO2 est un collectif d'industriels, acteurs leaders du gros œuvre ainsi que du second œuvre, aussi bien en matière de parois opaques que de parois vitrées, et industriel de la ventilation qui a été créé en 2003, en décembre 2003, au moment du débat national sur les énergies, au cours duquel le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, avait exprimé l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'un niveau équivalent à 4 à 5, d'une division par 4 à 5 des émissions de gaz à effet de serre du parc de bâtiments existants à horizon 2050, dans la lignée et dans la suite de la signature du protocole de Kyoto qui entrait en vigueur. Le collectif Isolons la Terre contre le CO2 regroupe, comme je vous le disais, des industriels leaders de leur secteur. Et donc, on y retrouve par ordre alphabétique la société Aldes, Eurocoustic, Hirsch Isolation, Isover, Lafarge Holcim, PAM Building, Placoplâtre, Saint-Gobain Glace, Unilin et Velux. Ces sociétés représentent à elles seules des industriels qui fabriquent en France une grande diversité très complémentaire de solutions en faveur de la décarbonation du bâtiment, la sobriété énergétique, l'amélioration du confort, la réduction de la précarité énergétique et globalement la réduction des consommations énergétiques des bâtiments en travaillant en premier lieu sur la sobriété énergétique. Depuis 2003, le collectif Isolons la Terre s'est astreint à contribuer activement, par l'intermédiaire de l'ensemble de ses membres, à contribuer au débat public et à la montée en expertise technique de l'ensemble des acteurs publics et privés autour de la construction durable et de la rénovation énergétique. Et alors qu'aujourd'hui, la consommation des bâtiments représente encore 43% de la consommation nationale et 23% des émissions de gaz à effet de serre, les causes développées et le travail d'expertise développé par le collectif Isolons la Terre ont toute leur ampleur, prennent toute leur ampleur, avec donc un besoin de continuer à développer des politiques ambitieuses et à accompagner les filières pour pouvoir déployer ces meilleures pratiques de construction durable et pour aujourd'hui, bien évidemment, en priorité de rénovation énergétique. On sait qu'au rythme actuel de construction, lorsque l'on sera en 2050, plus de 80% du parc existant est déjà construit et donc l'enjeu majeur aujourd'hui en matière de réduction des consommations d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre est évidemment pour les bâtiments de rénover à la fois massivement et de manière très performante le parc existant.
Comme le disait tout à l'heure l'un de mes prédécesseurs dans ce tour de table, on a aujourd'hui pour objectif d'amener le parc de bâtiments à un niveau bâtiment basse consommation en 2050. Cela s'est traduit par une inscription progressive dans différents textes, dont la stratégie nationale bas carbone, et à lui seul, cet objectif conduit à la mobilisation de l'ensemble des acteurs pour pouvoir réaliser un équivalent de rénovation globale et performante de bâtiments existants à hauteur d'un équivalent d'environ 700 000 logements par an. Et le moins que nous puissions dire, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes loin du compte, sinon nous ne serions pas autour de cette table, aussi belle soit-elle. La stratégie bas carbone s'appuie sur 3 grands piliers. Le premier grand pilier, c'est un pilier basé sur la sobriété énergétique. Ce pilier vise à amplifier massivement les efforts de rénovation énergétique pour amener le bâtiment à ce niveau, bâtiment basse consommation en moyenne, en 2050. Il est complété de 2 autres piliers, qui est un pilier de recours massif et systématique aux équipements énergétiques ayant les meilleurs rendements du marché, et un 3e pilier lié à la décarbonation, qui est donc un pilier poussant à remplacer le plus rapidement possible les énergies fossiles par des énergies bas carbone, renouvelables ou électriques. À ce titre-là, donc, la combinaison de ces 3 piliers est indispensable pour pouvoir tenir l'objectif de 2050, et ça a de nouveau été rappelé par le Haut Conseil pour le climat dans un rapport récent publié en novembre 2020. En particulier, si l'on prend seulement le premier de ces 3 piliers, la rénovation énergétique du parc de bâtiments existants au niveau bâtiment basse consommation, à lui seul, ce pilier permettrait d'économiser en termes de consommation d'énergie un volume de consommation d'énergie supérieur à la production annuelle d'électricité nucléaire en France. Donc ce premier pilier est extrêmement significatif, et c'est dans ce cadre que s'inscrivent les actions de l'ensemble des membres du collectif Isolons la Terre contre le CO2. Par ailleurs, la réduction des consommations d'énergie du parc existant, et en particulier la réduction de la consommation de chauffage, qui représente 70% de la consommation d'énergie du parc de bâtiments existants, c'est aussi, grâce à des efforts d'isolation des parois opaques et des parois vitrées, une occasion de réduire, limiter fortement les appels de puissance sur le réseau, limiter fortement et stabiliser la demande d'énergie appliquée au réseau et sur les centrales de production d'énergie. Si l'on prend par exemple l'appel de puissance d'une passoire énergétique lors d'un pic de froid, il est 2 fois supérieur à l'appel de puissance énergétique d'un logement construit dans les années 2000, et il est 4 fois supérieur à l'appel de puissance énergétique d'un bâtiment à basse consommation. Donc la rénovation, en travaillant en premier lieu sur la sobriété énergétique grâce à l'isolation de l'enveloppe, c'est d'une part une réduction des consommations d'énergie, d'autre part, et ça a été rappelé, une amélioration significative du confort et des qualités sanitaires des bâtiments. C'est une action pérenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments, et c'est aussi une meilleure capacité à gérer les réseaux, et en particulier le réseau électrique en matière de production et en matière d'investissement dans le transport et la distribution. Alors, c'est dans cette perspective que nous avons fait historiquement un certain nombre de contributions au niveau du collectif Isolons la Terre. Une des actions notoires du collectif Isolons la Terre a été de créer, avec le concours des régions de France en particulier, le collectif Effinergie, que vous connaissez et que vous avez eu l'occasion d'auditionner dans le cadre de cette commission. Le collectif Isolons la Terre contre le CO2 en est membre fondateur et en est toujours aujourd'hui membre actif pour pouvoir collaborer de la manière la plus étroite possible avec les différentes régions motrices pour pouvoir mettre en place des politiques ambitieuses de rénovation énergétique du parc territorial. Nous avons, au niveau du collectif Isolons la Terre contre le CO2, un historique important d'études, d'expertise technique, de contributions au débat public, qui sont toutes disponibles publiquement sur le site du collectif Isolons la Terre contre le CO2, puisque c'est le mode de fonctionnement du collectif que de rendre public l'ensemble des actions menées. Et donc, tous ces travaux sont aujourd'hui à disposition des politiques, qu'ils soient nationaux ou territoriaux, pour pouvoir accélérer la mise en place des plans de rénovation.
Au niveau de nos propositions phares à ce stade du débat, outre le fait que nous sommes des industriels qui avons subi sur les dernières années des allers-retours importants, conséquents et destructeurs de valeur en matière d'aide à la rénovation énergétique, donc nous appelons évidemment à une constance dans les orientations de politique publique en faveur de la rénovation énergétique, et plus précisément, s'il fallait résumer en 3 grandes propositions les axes vers lesquels nous souhaiterions, à partir de ces propos liminaires, orienter les discussions. Nous souhaiterions tout d'abord redonner une ambition plus conséquente aux dispositifs d'aide à la rénovation énergétique et en particulier aux 2 dispositifs pierre angulaires de ces aides à la rénovation que sont le dispositif MaPrimeRénov' et le dispositif des C2E. Ça a été rappelé au préalablement, mais le dispositif, pour commencer par le dispositif de la prime Rénov', ce dispositif qui dispose d'une année sur l'autre d'environ 2,5 milliards de dépenses publiques, qui permet d'orienter sur des travaux de rénovation énergétique, est un dispositif dont l'ampleur est très décalée par rapport au coût que représentent les mesures de compensation de l'augmentation forte des prix de l'énergie que nous subissons, que nous avons subi et que nous continuons à subir. Lorsque l'on met en regard ces 2,5 milliards par rapport au coût du bouclier tarifaire, qui de mémoire a été estimé au moment de son lancement à 44 milliards d'euros sur l'année 2023, et au coût des chèques énergie qui, en complément, sont estimés à 1 milliard d'euros de coûts additionnels. Et donc, ces 2 types de dépenses sont des dépenses certes nécessaires dans cette période d'inflation importante et d'augmentation du prix de l'énergie, mais ce sont des dépenses qui ne permettent pas de préparer l'avenir en matière de réduction de consommation d'énergie, de réduction de la facture énergétique des Français. Et ces dépenses sont à comparer aux 2,5 milliards investis dans la rénovation énergétique grâce à la prime Rénov'. Donc nous appelons évidemment de nos vœux à une amplification progressive des investissements dans la rénovation énergétique via ce dispositif de la prime Rénov'. Par ailleurs, au niveau des certificats d'économie d'énergie, nous subissons en ce moment même, avec le début de la 5e période des certificats d'économie d'énergie, un problème de calage du niveau d'ambition et du niveau d'obligation de ce dispositif, qui a déjà fait l'objet d'un premier correctif publié lors du 2e semestre 2022, mais ce correctif d'ambition de la 5e période des C2E n'est pas suffisant. Preuve en est que, alors que les prévisions de l'ADEME lors de l'élaboration du dispositif de la 5e période des C2E tablait sur un objectif de cours de C2E supérieur à entre 8 et 10 euros du mégawattheure pour les C2E standards et entre 10 et 14 euros selon les hypothèses par mégawattheure de C2E pour les C2E dédiés aux ménages en précarité énergétique. Aujourd'hui, les cours de C2E sont très faibles. Ils sont aussi bien en C2E standard qu'en C2E précarité inférieurs à 8 euros. Ils ne sont pas en croissance, ils sont en stagnation, voire en baisse. Et le marché aujourd'hui des C2E reste atone en termes de production de travaux de rénovation énergétique. Ce dispositif ne joue donc pas son rôle de moteur de travaux de rénovation énergétique en complément de MaPrimeRénov', contrairement à ce qui s'était produit lors de la fin de la 4e période, durant une période certes controversée, mais qui avait conduit à une accélération forte des travaux d'isolation avec les coups de pouce C2E de l'époque. Donc nous appelons dans cette première partie de mesure évidemment à redonner une dynamique du dispositif des C2E au même titre que le dispositif de MaPrimeRénov', puisque ce sont 2 moteurs significatifs et extrêmement importants et complémentaires pour pouvoir accélérer la structuration des professions et permettre de massifier la rénovation énergétique globale et performante. Deuxièmement, le deuxième point qui nous paraît extrêmement important à rappeler ici, et ça a été aussi rappelé par une partie de mes prédécesseurs, on est aujourd'hui dans une période de confusion durant laquelle on a plutôt tendance à travailler sur la décarbonation qu'à travailler sur la sobriété énergétique. Pour le collectif Isolons la Terre contre le CO2, vous avez compris qu'il était, selon nous, primordial de travailler en très grande priorité sur la réduction du besoin en énergie. Nous répétons à tue-tête l'adage
que vous connaissez très bien, visant le fait que l'énergie la plus propre et l'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas. Et en premier lieu, pour ne pas consommer d'énergie, il s'agit d'isoler, que ce soit les parois opaques, les parois vitrées. À ce titre-là, lorsque l'on sait que isoler les parois opaques, isoler les parois vitrées et ventiler un bâtiment pour éviter des risques de création de pathologies en cas d'amélioration de l'enveloppe, ça représente les 2/3 des gestes de rénovation énergétique qui sont à réaliser dans une rénovation globale. La loi climat et résilience précise les 6 gestes de travaux à réaliser. Isolation des planchers, isolation des murs, isolation de la toiture, remplacement des menuiseries, mise en place d'un équipement de ventilation et remplacement des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire. Sur ces 6 gestes, le collectif Isolons la Terre contre le CO2 est acteur des 5 premiers. Ces 5 premiers gestes sont des gestes qui sont directement liés à la sobriété énergétique. Nous souhaiterions que ces gestes-là puissent être clairement redynamisés et priorisés dans les dispositifs d'aide à la rénovation énergétique, que ce soit dans la prime Rénov' ou dans les certificats d'économie d'énergie. Et il est bien entendu que ces gestes ne doivent pas être réalisés de manière incohérente entre elles. Nous avons, nous aussi, subi les difficultés inhérentes à des actions de travaux isolés comme les remplacements simples de fenêtres, l'isolation des combles ou l'isolation des planchers, pris de manière complètement séparée d'un programme de rénovation globale. Et nous souhaitons prendre le contre-pied de ce qui a été réalisé durant ces dernières années pour déployer de manière massive des parcours de rénovation énergétique performants. Ces parcours de rénovation doivent s'appliquer à l'ensemble du parc existant. Ils comportent 6 gestes, comme préalablement précisé, et ces parcours de rénovation, selon notre définition, doivent démarrer systématiquement par des travaux d'isolation de l'enveloppe pour tous les bâtiments qui n'en bénéficient pas. Et ensuite, lorsque le bâtiment est déjà préalablement isolé, conduire à des remplacements d'équipements pour aller vers les équipements les plus performants du marché et les équipements décarbonés que sont les pompes à chaleur et les chaudières bois. Aujourd'hui, il se passe l'inverse dans les dispositifs publics, avec 70% des primes Rénov' attribuées à des remplacements d'équipements, comme ça a déjà été rappelé, et ça nous paraît à ce stade être exactement l'inverse de ce que nous devrions logiquement faire pour pouvoir atteindre progressivement l'objectif de 2050. Donc nous travaillons activement sur ces parcours de rénovation performants et ces parcours auraient vocation, selon nous, à devenir les guides de recommandation des futurs accompagnateurs Rénov' et à jalonner progressivement les étapes de rénovation en 1, 2 ou 3 étapes pour atteindre la rénovation globale et obtenir des aides publiques progressivement au fil de la réalisation de ces parcours. Enfin, et pour terminer mon propos, nous sommes au niveau du collectif Isolons la Terre contre le CO2, conscients que les mécaniques incitatives vont progressivement avoir des limites et le marché doit, au-delà de cette accélération et de cette structuration dans laquelle nous devons nous inscrire en ce moment, le marché doit par lui-même vivre, le marché de la rénovation énergétique, et c'est pour cette raison que nous sommes favorables à un juste équilibre entre des mécaniques incitatives et des mécaniques d'obligation progressives, planifiées, pour permettre à chaque propriétaire occupant, à chaque propriétaire bailleur de s'engager dans la durée et d'anticiper des travaux de rénovation. Donc nous sommes à ce titre-là, favorables au calendrier déjà en place d'interdiction de mise à la location progressive des passoires thermiques, puis des différentes classes les plus dégradées des logements. Nous sommes aussi favorables à la mise en place progressive d'interdiction de mise à la vente dans la même lignée pour permettre de créer un signal et permettre aux propriétaires de s'engager le plus tôt possible dans des travaux de rénovation en ayant conscience de l'obsolescence, d'une obsolescence programmée du parc immobilier dès lors qu'il est énergivore. Voilà. Écoutez, suite à ces différentes propositions, je vous remercie encore de votre attention et je me tiens évidemment à votre disposition pour continuer les échanges autour de vos questions. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Donc, merci aux uns et aux autres de ces premières interventions qui sont très complètes. Et je laisse la parole sans plus tarder à notre rapporteur.
Merci Madame la Présidente, merci à vous tous et toutes pour vos interventions, et effectivement très, très détaillées. C'est vrai que dans cette commission d'enquête, ça nous paraissait à la fois évident et important de pouvoir vous auditionner, parce qu'on a vu à la fois les différents ministres en charge pendant les 10 dernières années, on a vu différents acteurs, mais c'est vrai que du coup d'avoir aussi les fabricants de matériaux et d'avoir aussi votre retour justement, et notamment en lien avec les politiques publiques qui sont menées, nous paraissait oui, évident de toute façon dans cette commission. Donc moi j'avais déjà une première question qui était peut-être à l'ensemble, après chacun répondra comme il le souhaite, hein, qui était peut-être sur justement comment ces politiques publiques qui ont été menées, on va dire, depuis le Grenelle de l'environnement, où là on a eu des orientations assez fortes, et qui ont évolué, puisque aujourd'hui avec MaPrimeRénov', avec un parcours qui commence un peu plus se préciser, de la manière dont vous avez été associé en fait à l'ensemble de ces orientations, de ces réorientations, en tout cas dans les différentes politiques publiques. D'abord, est-ce que vous avez été associé? Première question. Et puis ensuite, si c'est le cas, de quelle manière? Et pour le coup, est-ce que, bon, vous avez un petit peu répondu, mais est-ce que du coup les orientations vont pour vous dans le bon sens? Ensuite, j'avais peut-être une question, puisque quand on parle d'isolation, notamment d'isolation par l'extérieur, on va avoir une table ronde juste après sur les matériaux biosourcés. Du coup, le lien que vous pouvez faire du coup entre vos entreprises et le type d'isolant, les matériaux biosourcés, et puis l'orientation notamment, alors là qui est plutôt dans le neuf, mais avec la RE 2020 qui du coup va prioriser, enfin en tout cas plus orienté sur les matériaux biosourcés. Donc comment en gros vous analysez ça et vos différentes entreprises se positionnent par rapport à ça, et notamment en termes d'évolution aussi. Enfin, je pense que j'avais vu par exemple que, je ne sais plus si c'est Isover ou voilà, qui développait une laine de verre avec des liants végétaux, enfin, ou des choses comme ça. Est-ce que du coup vous avez, enfin voilà, vous travaillez sur ce type d'évolution et sur ce type de transition, et notamment puisque c'est vrai que il y a la question de l'isolation quand on fait face justement aux passoires thermiques, mais après il y a toute la question des matériaux qu'on va mettre en place, de leur durabilité, de leur cycle de vie, de leur impact carbone, ça a été dit, de la question du recyclage aussi, de la réutilisation, etc. Et de le voir du coup dans toute la durée pour pas qu'on se retrouve ensuite avec des matériaux qui ne seraient ni recyclables, ou en tout cas qui aient un impact pour l'environnement qui puisse être important. Donc savoir comment du coup vous travaillez sur ces questions-là. Et du coup ça me fait une autre question sur la question des normes et des avis techniques, sur le fait de, enfin, par exemple un procédé comme vous avez montré tout à l'heure, pour arriver à ce qu'il soit vraiment normalisé. Voilà, comment votre avis en tout cas sur cette procédure de normalisation et d'avis technique qui me paraît aussi important. Alors, aussi important pour la table ronde d'après aussi, puisque c'est des matériaux plus récents. Mais je pense que vous aussi, dans l'évolution, ça me paraît important de voir un petit peu comment ces choses-là peuvent se mettre en place. Et puis une petite question, on aura peut-être d'autres de mes collègues, sur le DPE, puisque c'est vrai que il y a le DPE nouvelle formule dont on va voir un petit peu, on attend un petit peu d'avoir des retours. On voit quand même que c'est un élément important, puisque c'est c'est ce sur quoi s'appuient les politiques publiques, hein, de passer, comme vous disiez, l'interdiction de location, si on met une interdiction qui n'est pas encore le cas sur la vente, enfin en tout cas l'obligation en tout cas d'isoler sur la vente, on s'appuiera sur le DPE et sur le classement, quoi. Donc on a quelque chose qui est assez fort et important, et donc voir un peu votre retour et votre avis. Et du coup, savoir aussi si vous avez été associé dans la réalisation et dans les études sur le DPE, et notamment dans sa seconde formule, on va dire, en tant que justement sur les caractéristiques d'isolation. Et puis, pour terminer, du coup, sur la qualité aussi, parce que vous êtes vendeur de matériaux, c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de... fabricants et vendeurs de matériaux, mais on a beaucoup de retours sur la qualité des travaux, c'est-à-dire que la réalisation des travaux, alors on a le label RGE, toute la question de la qualification des entreprises, et de faire en sorte que, oui, c'est très bien de pouvoir isoler un bâtiment, mais encore faut-il que les travaux soient réalisés correctement,
Et donc la question du contrôle est de savoir si justement le fait qu'une entreprise soit labellisée suffit, ou est-ce qu'il faudra avoir des contrôles plus directs, en tout cas en fin de chantier. Votre avis également sur cet aspect-là. Voilà, merci. Voilà, alors un flot de questions très précises. Je ne sais pas, je vous laisse Moi, je veux bien, décider. Je veux bien reprendre, merci Madame la Présidente, je veux bien reprendre les quelques points mentionnés par Monsieur le rapporteur, notamment sur les contrôles. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont effectués par les entreprises et qui sont des entreprises de bonne qualité, avec des ouvriers qualifiés et qui exécutent de bons travaux, dont les maîtres d'ouvrage sont vraiment satisfaits. Et malheureusement, il existe quelquefois des entreprises qui travaillent un petit peu moins bien, mais n'oublions pas que 95, 96, 97% des chantiers se passent correctement. Sur les contrôles, nous avions eu au groupement Numéro une réflexion, notamment lorsque nous avions été associés aux discussions avec le pôle national C2E, il y a quelque temps, sur justement les C2E. Et nous avions fait une proposition qui est une proposition assez simple. Je ne vais pas vous poser une question personnelle, mais peut-être avez-vous effectué chez vous des travaux électriques. Et lorsqu'on remet en fonction une installation électrique, vous faites passer un consuel. Je vous entendais parler de ça, Madame la Présidente. Bon. Non, mais c'est beaucoup revenu dans nos auditions. Écoutez, voilà. Donc ce n'est pas neuf, oui. Mais voilà. Mais aujourd'hui, vous faites une installation électrique, vous faites des travaux d'électricité chez vous, que vous soyez maître d'ouvrage public ou privé, vous faites 2500, 3500 € de travaux, on vous demande de faire passer un consuel pour remettre en route l'installation électrique. Quand vous faites une rénovation globale et performante, ou quand vous faites un geste simple qui, je dirais, a un impact sur votre consommation qui a un certain montant, pourquoi ne pas mettre en place une filière qui soit un consuel de rénovation énergétique et qui puisse permettre d'assurer que les travaux ont été réalisés de bonne qualité, qu'ils permettent, je dirais, d'avoir des économies d'énergie et une performance énergétique bien meilleure. Et on peut très bien imaginer d'avoir un contrôle, je dirais, au contraire, juste à la fin des travaux et 1 an après la fin des travaux pour contrôler la consommation énergétique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui, je suis très satisfait au nom de notre association que cette suggestion soit revenue, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut véritablement bien aider et je dirais rassurer tous les maîtres d'ouvrage, et notamment les maîtres d'ouvrage particuliers qui font exercer des travaux et qui ont une certaine anxiété. L'un d'entre nous l'a mentionné, il y a une anxiété à la rénovation énergétique. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que je ne vais pas me faire avoir? Je crois qu'il faut être très factuel sur ce point-là. Et je pense que c'est quelque chose qui peut rassurer et déclencher, faire partie des déclencheurs, je dirais, dont parlait Olivier Servan tout à l'heure. Je vais juste parler... Et pour vous, est-ce qu'il y a des blocages aujourd'hui à mettre en place ce type de contrôle? Qu'est-ce qui peut expliquer que... pour l'heure, on n'y soit pas arrivé, ou en tout cas que ce n'est pas été évoqué, ou que ce n'est pas mis en place déjà? Je pense qu'aujourd'hui, il faut simplement qu'il y ait une filière qui se crée et qu'il y ait une mobilisation des acteurs, peut-être du contrôle, peut-être dans le cadre du DPE, je dirais, et qu'il y ait les bureaux de contrôle, qu'il y ait des entreprises qui se mobilisent de façon à mettre en place ceci. On sait le nombre de travaux de rénovation énergétique qu'il y a par an, donc on doit savoir de façon mathématique, très simplement, évaluer les besoins en main-d'œuvre qu'il faut faire ci, en faisant 1, 2, 3 contrôles par jour, par chantier, comme on veut, et on doit arriver à dimensionner une filière. Il nous semble, nous n'avons pas été jusqu'à, pour être très clair, nous n'avons pas été jusqu'à ce dimensionnement avec les acteurs. Donc, quelquefois, parler est facile. Donc voilà, je vais juste après parler de tout ce qui est recyclabilité, et après je passerai la parole aux autres intervenants. Aujourd'hui, en termes de recyclabilité sur les produits, et notamment les isolants, tous les industriels et toutes les filières industrielles
le film et d'autres également ont mis en place des processus de recyclage des produits, de récupération des déchets de chantier, et je vais revenir juste après pour parler de la REP bâtiment, mais tous les industriels eux-mêmes, avant qu'il y ait une mobilisation de par la loi AGEC, avaient déjà mis en place des filières de récupération des déchets, et le fait qu'aujourd'hui, tous les produits et les isolants que nous utilisons sont recyclables à l'infini. Deuxième point, depuis le 1er mai 2023 existe ce qu'on appelle la responsabilité élargie du producteur, mise en place par la loi AGEC, élargie sur les produits de construction et de matériaux du bâtiment, qui fait que progressivement, toutes les entreprises du bâtiment vont pouvoir déposer sans frais dans des points de collecte leurs déchets du bâtiment, ce qui va permettre de recycler de façon beaucoup plus efficace les 46 millions de tonnes générées par la filière annuellement. Donc là-dessus, c'est quelque chose qui est déjà en place, c'est quelque chose qui se fait, et je pense que tous les industriels que nous sommes ont accueilli favorablement cette démarche, je dirais, de la mise en place de la REP bâtiment par la loi AGEC. Voilà. Vous avez parlé également, mais je vais laisser les autres intervenir, vous avez parlé également d'inquiétude sur la pérennité des matériaux utilisés dans l'isolation. J'y reviendrai peut-être après, parce que je pense qu'on n'a pas les mêmes espaces de temps. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut réagir par rapport aux questions de monsieur le rapporteur. Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais compléter ce qui vient d'être abordé. Alors, vous posiez la question sur la partie isolation et la partie bio des laines minérales. Alors, les laines minérales, ce sont des produits à 95% naturels. Et ensuite, effectivement, on a une part qui permet de lier le produit, de faire des panneaux. Et les industriels ont fait évoluer ces parts de liant, il y a déjà de nombreuses années, vers des produits biosourcés. Ils ont passé de produits plutôt pétro-sourcés vers des produits biosourcés. Donc ça, c'est l'aspect R&D des industries qui sont dans le cadre du syndicat et qui sont mis sur le marché aujourd'hui depuis de nombreuses années. En matière de recyclabilité, les industriels des laines minérales proposent au marché depuis plusieurs années le recyclage des déchets générés par les chantiers et des déchets de déconstruction. Voilà, la décision a été anticipée par rapport à la loi AGEC. Les industriels n'ont pas attendu l'expression de la loi pour investir en la matière. Et effectivement, nous avons la chance de nos produits d'avoir un cycle de recyclabilité complète. Donc, alors, la part, il y a deux choses différentes. Dans mes propos liminaires tout à l'heure, je vous ai parlé de contenus recyclés, entre 50 et 80%. Dans ces contenus, il y a une part des laines de verre et laines de roche qui reviennent dans les sites industriels et qui sont réincorporées dans nos process de fabrication. Et il y a la part des matières premières qui viennent d'autres filières et qui sont réutilisées dans notre propre industrie. Voilà, donc il y a le bio, entre guillemets, est quelque chose de sûrement très bien, mais n'apporte pas toutes les garanties. Dans un produit bio, c'est une matière vivante. Et à ce titre-là, alors j'en viens un peu à la question des normes et des avis techniques. Quand on parle d'isolant, nous avons un référentiel qui existe depuis près de 50 ans qui s'appelle l'ACERMI. L'ACERMI est une association qui certifie tous les matériaux isolants mis sur le marché. C'est une marque, une certification de qualité. Elle permet de fournir à nos clients, quelle que soit la typologie de client, la garantie de la performance. Alors, il y a un nombre de caractéristiques assez importantes qui sont certifiées par tiers indépendants, qui viennent prélever dans nos sites de fabrication. Et ces caractéristiques ont une relation directe avec les caractéristiques.
Alors on va certifier la résistance thermique, on va certifier la compression mécanique, parce qu'il arrive que quelquefois, dans certaines applications, on marche sur les produits, sur nos produits. On va certifier le comportement à l'eau aussi des produits. Le fait que nos isolants n'absorbent pas l'eau lorsque ils sont entreposés à l'extérieur temporairement, lorsqu'ils sont mis en œuvre. En revanche, une caractéristique extrêmement importante quand on parle de confort et de qualité d'air intérieur, c'est le fait que nos produits soient perméables à la vapeur d'eau. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette notion de respirabilité. Ça, c'est fondamental quand on parle de qualité d'air intérieur et donc de confort pour les occupants. Certification à CERMI, et ensuite les avis techniques, là c'est une appréciation globale des produits dans leur système. Bon, il n'y a pas de difficulté particulière à ma connaissance. Alors évidemment pour tous les isolants en laine minérale manufacturée sont certifiés, tous les systèmes sont détenteurs d'avis techniques. Les référentiels existent pour toutes les natures d'isolants. Je voudrais revenir sur vos propos en matière de durabilité. Je représente les isolants en laine minérale manufacturée. Nous sommes très loin des 25 ans. Je ne sais plus quelle est la durée que vous avez mentionnée dans vos propos liminaires. 20-25. Alors, je vous rassure, nous sommes, l'ensemble des industriels sont plutôt sur des durées de 40 ans garanties. Et nous avons un certain nombre de cas extrêmement précis qui montrent qu'on a des durées de vie qui vont au-delà de 50-60 ans. Je vais donner un exemple parce que je l'ai en tête immédiatement, alors qui n'est pas un exemple en France, vous m'en excuserez, Madame la Présidente. Il y a eu des travaux de rénovation sur l'aéroport de Copenhague, au Danemark, et les isolants qui ont été trouvés suite à cette rénovation avaient clairement été proches de leur état initial. Voilà. Et l'aéroport de Copenhague, je crois, les travaux initiaux étaient de l'ordre de 50-60 ans. Donc, pour les isolants que je représente, il n'y a pas de problème de durabilité, de pérennité de ces produits. Alors, il faut savoir qu'il n'y a, encore une fois, ce sont des produits naturels avec une part de liant qui est extrêmement faible, pas d'adjuvants, pas d'additifs. Voilà, donc c'est peut-être ce qui leur confère cette caractéristique extrêmement importante de durée de vie et de performance. Qui veut prendre la suite ? Sur des réponses qui n'auraient pas encore été apportées. Je vais donc prendre la suite. Alors, dans la lignée de ce que vient d'évoquer Madame Elisabeth Bardet, je vous confirme que l'un de nos membres du collectif Isolons la Terre a fait des essais pour aller mesurer les performances thermiques sur des bancs équivalents à ceux de la certification ACERMI pour des produits qui avaient été récupérés dans des combles de maisons individuelles datant des années 70. Et nous n'avons pas constaté de différence de changement de performance des produits isolants en laine de verre, de ces produits datant des années 70, pourtant récupérés il y a seulement quelques années pour les réévaluer. Donc cela confirme ce que disait Madame Bardet sur la pérennité, quant à la pérennité des performances des solutions d'isolation minérale. Dès lors évidemment qu'elles ne font pas l'objet d'une agression physique, que ce soit une agression physique mécanique ou une agression physique liée à une humidité, une trop forte humidité par exemple. Donc sur ce point-là, je confirme pleinement la pérennité des performances des solutions d'isolation bien au-delà des 20 à 25 ans que vous aviez évoqués tout à l'heure. Par ailleurs, sur ce sujet des solutions d'isolation, et pour revenir au sujet de comparaison entre solutions d'isolation, si l'on regarde un bâtiment existant et que l'on regarde l'incidence de l'isolation en matière de décarbonation, on peut très facilement, avec l'aide d'un moteur de calcul comme celui du DPE ou d'autres moteurs de calcul, évaluer le temps de retour carbone d'une solution d'isolation. Si on regarde la quantité d'énergie et donc la quantité de CO2
nécessaire pour fabriquer le matériau est présente au sein des fiches de déclaration environnementale et sanitaire dont parlait tout à l'heure Jean-Christophe Barban de l'IMCC, et que l'on compare ce poids carbone des solutions d'isolation aux émissions de gaz à effet de serre évitées grâce aux économies d'énergie générées, on tombe sur un temps de retour carbone de l'isolation, quels que soient les bâtiments existants, qui se situe entre 1 semaine et 3 mois. Donc on a, au bout entre 1 semaine et 3 mois, rentabilisé le poids carbone de la fabrication des matériaux, quels qu'ils soient minéraux, qu'ils soient dérivés du pétrole, qu'ils soient biosourcés. On les a rentabilisés d'un point de vue carbone en moins de 3 mois, pour une durée d'efficacité des travaux qui est de l'ordre de 40 à 60 ans, comme le disait Mme Bardet à l'instant. Donc, lorsque l'on parle de rénovation énergétique et d'incidence de cette rénovation énergétique sur la décarbonation du parc existant, on parle en premier lieu d'isolation et d'isolation performant. Le sujet du choix du système d'isolant a une incidence qui est epsilon sur le bilan carbone du bâtiment en rénovation. Donc ça, c'est un point qui me paraît important à rappeler à ce stade-là et qui est tout à fait vérifiable. Il suffit de comparer, de prendre les fiches de déclaration environnementale et sanitaire, et tous les bureaux d'études ou tous les diagnostiqueurs du marché pourront vous faire les mêmes calculs. Par ailleurs, vous posiez la question du DPE. Alors, de notre côté Isolons la Terre contre le CO2, nous avons vivement salué et positivement salué les évolutions du DPE qui avait été pendant un certain nombre d'années un dispositif en devenir, mais insuffisamment fiable pour devenir opposable. Et ce dispositif a mis un certain temps à évoluer pour devenir un pilier de la politique publique de rénovation énergétique, d'évaluation du parc et de la rénovation énergétique. C'était une évolution nécessaire qui s'est faite avec un certain nombre de difficultés. Force est de constater que le DPE tel qu'il est actuellement défini comporte toujours des axes importants d'amélioration en matière d'évaluation de performance et de précision de ces évaluations, mais aussi en matière de formation et d'homogénéité de la réalisation de ces DPE par les diagnostiqueurs que vous avez par ailleurs auditionnés dans le cadre de cette commission. Si on prend le sujet de la méthode de calcul de l'évaluation des biens immobiliers, cette méthode de calcul est une méthode relativement sommaire. C'est une méthode d'évaluation qui permet à la louche, j'aurais tendance à dire, si je peux m'exprimer ainsi, d'évaluer la performance énergétique d'un bien sans pour autant rentrer dans un niveau de détail suffisant pour discriminer ou pour différencier des solutions entre elles. Donc, ce dispositif est utilisable pour pouvoir caractériser les deux extrêmes, les bâtiments à basse consommation d'un côté, classés A et B, et les passoires thermiques de l'autre. Par contre, ce dispositif s'éloigne assez fortement des consommations réelles d'énergie. Et ce dispositif est aussi empreint de choix a priori méthodologiques intégrés dans cette méthode, notamment liés au coefficient de conversion en énergie primaire, liés au coefficient de conversion en CO2 des énergies. Lorsqu'il s'agit de caractériser des passoires énergétiques ou des bâtiments peu performants, on émet quelques doutes quant à la capacité de ce DPE à rendre compte de la réalité d'une passoire énergétique. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas persuadé qu'on ait besoin de faire un calcul et de passer par un tiers thermicien ou diagnostiqueur pour évaluer si un mur est isolé ou si une toiture est isolée. Et donc, pour notre part, côté collectif Isolons la Terre contre le CO2, on a beaucoup milité pour qu'en complément des classes énergétiques de la première page du DPE, il puisse y avoir en deuxième page une évaluation du niveau d'isolation de l'enveloppe, qui est factuel, qui est constaté paroi par paroi, et qui permet, en réalisant une moyenne du niveau d'isolation, de caractériser sur une échelle si le bâtiment est plus ou moins bien isolé. On retrouve ces éléments en page 2 du DPE. Et on retrouve par ailleurs ces éléments liés à la qualité de l'isolation de l'enveloppe dans les évolutions en cours du label bâtiment basse consommation, pour lequel le collectif Effinergie a largement travaillé depuis plusieurs années. Et on retrouve dans ces évolutions du label BBC Rénovation une obligation d'isolation
en complément d'une obligation de performance énergétique et environnementale globale, au même titre que ce que l'on retrouve dans les bâtiments neufs, puisque dans les bâtiments neufs, lorsque l'on parle de la RE 2020, on a dans cette RE 2020 3 grandes parties. La sobriété énergétique avec un coefficient qui caractérise le besoin en énergie du bâtiment, la consommation d'énergie du bâtiment, ces deux étant plafonnés, et une autre partie liée aux émissions de carbone et au confort d'été. Mais on a bien dans le neuf une obligation de sobriété énergétique. Dans l'existant, cette obligation de sobriété, elle est bien plus marquée par la deuxième page du DPE, liée au niveau d'isolation de l'enveloppe, que par la classe énergétique qui du coup subit les rendements des équipements, subit les coefficients de conversion divers et variés qui y ont été intégrés. Vous posiez par ailleurs la question de l'implication dans les dispositifs d'accompagnement de la rénovation. Force est de constater que, vu les décalages entre nos propositions aujourd'hui et la réalité de ce qui s'est passé sur les dernières années, nous avons beau avoir contribué au débat, le niveau d'écoute a été faible. Et pour illustrer le propos, par exemple, je me souviens de contributions établies par l'IMCC et par un certain nombre de délégataires des C2E lors de l'élaboration de la 5e période des C2E, lors de l'élaboration des obligations, et un certain nombre d'alertes liées à la surproduction des certificats d'économie d'énergie en fin de 4e période, qui avaient été calculées en février 2021. L'alerte avait été signalée de différentes manières auprès des porteurs du projet d'évolution du dispositif des C2E. Cette alerte n'avait pas porté ses fruits, ça a conduit à une absence de prise en compte de cette surproduction de C2E de la 4e période et à une mise à plat du dispositif lors du début de la 5e période. C'est cette absence de prise en compte qui a nécessité un correctif de 600 TWh, donc l'équivalent de 4 milliards d'euros lors de l'été 2022 pour compenser cette absence de prise en compte. Donc oui, nous essayons de contribuer. Non, je ne considère pas que nous ayons un taux d'écoute ou un taux de reprise de nos propositions important, pas à la hauteur de ce que nous aurions pu imaginer. Autre exemple sur ce sujet-là, j'ai parlé tout à l'heure des parcours de rénovation énergétique. Si vous recherchez dans l'historique, les premières publications sur ces parcours de rénovation énergétique, c'est un rapport du Shift Project qui a été établi par les équipes du Shift Project en mi-2013, avec donc un rapport qui proposait la mise en place de ces parcours de rénovation énergétique cohérents pour amener vers la rénovation basse consommation avec des étapes de travaux. Ce qu'on vient de se dire, exactement la même chose. Ce dispositif, à ce moment-là, on est un certain nombre à avoir proposé qu'il puisse être intégré dans la deuxième partie du diagnostic de performance énergétique à un moment où le DPE n'était pas en révision. À contretemps, on a, avec quelques acteurs du secteur, décidé de créer une association, à ce moment-là, qui avait pour objectif d'expérimenter la mise en place de ces passeports de rénovation énergétique, l'association Expérience P2E. On y retrouvait dans les membres fondateurs le Shift Project, le Cercle Promodule, EDF, Schneider Electric et le groupe Saint-Gobain, ainsi qu'un grand nombre d'acteurs partenaires, dont des collectivités territoriales qui ont expérimenté le dispositif durant 3 ans, de 2016 à 2019, et les conclusions ont été produites en 2020, validant le principe et le fonctionnement correct de ces passeports de rénovation pour décrire des parcours et enclencher des travaux performants, cohérents entre eux. Ça a permis de livrer un outil, ça a permis de livrer des formations pour un certain nombre d'auditeurs. Ça a permis de livrer un guide de bonnes pratiques et de points de vigilance pour la bonne articulation des travaux de rénovation au sein d'un parcours. Et typiquement, c'est aujourd'hui ce type d'action validé par le terrain, validé par la pratique que l'on souhaite pouvoir porter dans les évolutions des aides publiques. Très bien. Alors, il nous reste encore 2 intervenants pour compléter. Monsieur Barban. Oui, Madame la Présidente. Donc, simplement d'abord pour aller tout à fait dans le sens de mes prédécesseurs sur toutes ces questions que vous avez posées, sur lesquelles je dirais, pour résumer, il y a eu du progrès, mais peut beaucoup mieux faire. Globalement,
que ce soit en termes d'écoute, en termes d'association des industriels aux politiques publiques, que ce soit dans la mise en place des outils d'accompagnement, dans le DPE qui a mis du temps à se stabiliser et qui est encore améliorable, dans les contrôles de la qualité des travaux, où clairement la plupart des travaux sont bien exécutés, mais enfin un nombre de travaux sont aussi déficients et simplement une augmentation des moyens de contrôle permettrait réellement de changer la donne si on s'en donnait la peine. Les labels RGE fonctionnent, je dirais, aujourd'hui de manière insuffisante, c'est-à-dire qu'au plan technique, ils sont adaptés, mais ils sont beaucoup trop compliqués à mettre en place par les entreprises artisanales. Ils devraient être simplifiés, amplifiés pour en faire un véritable outil je dirais, d'assurance de la qualité au niveau des travaux. Voilà. Et donc, il n'y a qu'à faire, hein, c'est simplement cela. Sur la normalisation, je pense que la normalisation évolue. Elle évolue certes toujours un peu lentement, mais c'est un peu, je dirais, normal. Lorsqu'on parle de normalisation, il faut s'assurer de la sécurité, de l'assurabilité des solutions. Et donc, il est normal qu'il y ait toujours un effet retard dans l'évolution des normes par rapport à l'évolution des techniques. Je prends un exemple, celui du ciment, par exemple. Les ciments bas carbone sont en train d'évoluer rapidement aujourd'hui. Il est clair que de nouvelles normes ont été introduites pour autoriser des ciments plus bas carbone dans la construction. On peut certainement aller encore plus loin, mais ça demande réellement, vous pouvez en être conscient, il s'agit de la solidité des ouvrages, voilà, que les experts fassent un travail sérieux avant d'entériner de façon définitive telle ou telle solution technique. Voilà, donc globalement, du progrès, mais peut beaucoup mieux faire. Merci. Monsieur Dott. Oui, mais d'une manière générale, je vais dans le sens de mes confrères. Et du coup, j'en profite pour remercier de nous écouter et j'espère que vous pourrez tenir compte de certains des éléments qu'on a pu vous raconter. On est associés, on essaie de rencontrer autant qu'on le peut les pouvoirs publics pour leur expliquer. On est baigné dans notre métier tous les jours, donc il y a un certain nombre de choses qu'on sait, qu'on essaie de raconter. Et d'une manière générale, on nous objecte souvent, oui, mais c'est compliqué ce que vous nous racontez, on essaie d'être simple, on essaie d'être lisible vis-à-vis des particuliers, vis-à-vis des personnes qui vont avoir recours à ces dispositifs. Et force est de constater que sous couvert de simplicité, on peut tomber dans certains cas dans du simplisme et passer totalement à côté des sujets. C'est sûr que c'est simple de comprendre que on peut avoir une subvention en changeant sa pompe à chaleur, mais est-ce que ça répond véritablement à l'objectif ? Nous pensons tous que non, et ce n'est pas parce que dans nos associations, nous n'avons pas de fabricants de pompes à chaleur. Nous travaillons au quotidien avec ces gens-là, on a des partenariats avec ces gens-là, mais c'est tout simplement parce qu'on pense qu'on passe à côté du sujet. Donc oui, ça peut paraître un petit peu plus complexe de prime abord, mais encore une fois, quand on passe un tout petit peu de temps sur les parcours dont on a beaucoup parlé, on pense qu'on peut construire des choses qui sont intelligibles et entendables par tous. Donc ça, pour nous, ça nous paraît fondamental. Et je terminerai juste par l'autre sujet. Vous l'aviez dit dans votre question initiale, vous en avez reparlé sur la notion de recyclabilité, de réemploi. Donc, comme ça a été dit, l'ensemble de nos entreprises travaillent déjà sur la neutralité carbone. On a tous, chacun d'entre nous, on a nos propres agendas sur les scopes 1, 2 et 3. Donc, c'est le sens de l'histoire et on ne reviendra pas en arrière. Par contre, la loi, elle a aussi cet intérêt, la mise en place de la REP, et on l'a vu dans beaucoup de secteurs d'activité. Elle va, dans un premier temps, elle nous oblige, nous fabricants, à des taux de collecte et à des taux de recyclabilité, et elle va progressivement aussi nous entraîner sur des sujets de réemploi, qui sont évidemment plus ou moins complexes selon les matériaux et les produits dont nous parlons, mais qui sont aussi dans le sens de l'histoire. Donc la REP, elle va contribuer à nous faire avancer, nous aussi, dans le bon sens. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si... Oui, bien sûr, monsieur le rapporteur. Juste une question complémentaire sur la spécificité des isolants polystyrène, comme vous l'avez montré. Mais c'est vrai que globalement, en fait, vous en avez très peu parlé, et vous êtes plutôt ciblé sur les isolants fibreux, quels qu'ils soient.
Et donc voilà, du coup, avoir aussi votre retour sur ces types d'isolants, sur à la fois leur impact global, mais c'est vrai qu'on voit aussi, je me rappelle quand on avait travaillé sur la loi AGEC, puis pour être allé visiter un certain nombre d'entreprises justement, sur l'impact notamment des petites billes plastiques, etc., sur le transport, sur tout ce que ça peut faire, sur l'impact aussi sur le chantier de ce type d'isolant, sur peut-être leur durabilité aussi, enfin en tout cas. Enfin voilà, en tout cas sur ce type de matériaux, est-ce que vous aviez des éléments particuliers à nous transmettre? Sur l'isolant polystyrène, je ne pourrais parler que de l'isolation thermique par l'extérieur, non pas par l'intérieur, d'accord. Mais sur l'isolation thermique par l'extérieur, le polystyrène, c'est à peu près entre 78 et 80% des surfaces aujourd'hui réalisées. Le marché de l'isolation thermique par l'extérieur en 2022, c'est 17 millions de mètres carrés. 79%, on va dire, d'isolant polystyrène, 19% d'isolant laine minérale, 2% d'autres produits, biosourcés notamment, voilà, et quelques autres produits. Bon. Aujourd'hui, nous avons, donc c'est l'isolant qui est aujourd'hui le plus économique par rapport à d'autres, voilà, qui est en train de travailler de façon très importante sur son poids carbone. Pourquoi? Parce que les fabricants de matières premières aujourd'hui travaillent à partir de la biomasse et sont en train, je dirais, de développer des produits que l'on appelle mass balance, pour parler en bon français. Il se trouve qu'aujourd'hui, au niveau de la réglementation, ces produits-là ne sont pas encore reconnus par la réglementation française comme pouvant tracer très exactement leur part d'énergie verte, ce qui pose un certain nombre de difficultés. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, vous achetez chez votre fournisseur d'énergie de l'électricité verte, vous ne savez pas combien de pourcents il y en a. Ça, on l'autorise pour l'électricité, on ne l'autorise pas pour un isolant comme le polystyrène. Donc voilà, ça pose des questions. Il y a une organisation qui n'est pas présente ici, qui est une association qui regroupe l'intégralité des fabricants de polystyrène, qui pourrait tout à fait vous répondre à ce sujet et que vous pourriez tout à fait rencontrer. Je ne peux pas m'exprimer aujourd'hui en leur nom. Mais sur l'isolation thermique par l'extérieur, voilà quelle est la position. Durabilité des produits, je dirais 50 ans, sans aucun problème, comme les laines minérales. Aujourd'hui, les premières maisons isolées par l'extérieur, c'était, je dirais, plutôt en Allemagne et en Autriche. Ça a commencé en 65. Les isolants sont toujours en place. Hein. Donc, alors, ils étaient plus fins à l'époque. Maintenant, on les double. Donc, on fait une surisolation. Mais je dirais, il n'y a aucun problème sur la durabilité. Donc, voilà. Donc, voilà sur un petit peu la position, je dirais, sur l'isolation thermique par l'extérieur de l'isolant principal aujourd'hui dans notre segment de marché. Voilà. Oui. Alors, merci Philippe. Quelques mots en complément, parce qu'effectivement l'isolation en polystyrène expansé, en polystyrène extrudé, en polyuréthane, ce sont des systèmes d'isolation qui s'appliquent dans différentes typologies d'utilisation, notamment en mur par l'extérieur, mais pas que. Donc, je vais vous citer en termes de part de marché une étude qui est l'étude du cabinet MSI, qui est un cabinet ayant réalisé une étude et qui réalise cette mise à jour tous les ans sur la proportion de solutions d'isolation par type d'ouvrage en rénovation énergétique et qui segmente cette étude selon les types de matériaux isolants. Et donc en 2022, on retrouve, si l'on prend une répartition en surface, il y a aussi dans cette étude la répartition en volume, et je crois même qu'il y a la répartition en valeur, mais si on prend la répartition en surface isolée, en 2022, pour des travaux de rénovation énergétique, 58% des surfaces isolées sont isolées avec des laines minérales manufacturées. Au sein de ces 58%, c'est 70% de laine de verre, 30% de laine de roche. Lorsque l'on prend les plastiques alvéolaires qui regroupent des produits en polystyrène expansé, en polystyrène extrudé et en polyuréthane, on a donc une catégorie qui regroupe 30% des surfaces isolées en 2022 en rénovation, dont 63% en polystyrène expansé, 32% en polyuréthane, 5% en polystyrène extrudé.
Et on a ensuite donc les produits d'isolation biosourcés qui en surface représentent une part de marché de 9%. Le reste étant, il reste 3% pour d'autres solutions diverses et variées, anecdotiques, plutôt du ressort de l'anecdote sur le marché. Est-ce que certains de nos collègues qui assistent à l'audition souhaiteraient poser des questions? Sabine. Oui, Sabine Drexler. Merci. Alors, j'aurais aimé savoir si vous pensez que le bâti patrimonial, je pense aux maisons en pan de bois ou des maisons en pierre, devrait pouvoir bénéficier de dérogations sur les délais de relocation, sachant que les techniques qui sont propres à ce type de bâti nous semblent jusqu'ici insuffisamment connues ou développées ou même accessibles. Ensuite, j'avais une question aussi à Monsieur Bousmar. Vous nous disiez que 95% des entreprises d'isolation extérieure sont membres de Mur-Manteau. Des industriels. Des industriels. Des industriels, pas des entreprises de pose. Des industriels. J'aurais aimé savoir qui sont les 5 autres pourcents. Oui, alors je peux donner des noms si vous voulez, mais en fait il y a quelques industriels qui ne souhaitent pas, qui ne sont quelquefois des industriels qui ne sont pas français, en fait, qui ne souhaitent pas adhérer et qui importent en France des produits et qui ne souhaitent pas en fait adhérer à notre association. Voilà, c'est juste ça. D'accord. Voilà, alors donc j'ai ma question par rapport au bâti patrimonial. Alors, je vais répondre à votre question, madame. Depuis une dizaine d'années, il y a beaucoup de travaux à l'échelle territoriale pour cartographier les différents types de bâtis historiques qui sont souvent régionalisés, avec des modes constructifs régionalisés, et pour pouvoir faire en sorte d'adapter des combinaisons de solutions, parce qu'il ne s'agit pas de choisir un produit, mais bien un système qui peut être par exemple un système d'isolation de murs par l'intérieur ou par l'extérieur, avec donc des combinaisons de solutions qui sont à adapter au cas par cas aux bâtis anciens, et en particulier pour pouvoir tenir compte des propriétés à la fois mécaniques et de l'incidence des propriétés hygroscopiques sur la mécanique de la façade, de la structure. Et donc il y a aujourd'hui des guides qui ont été élaborés, des solutions techniques articulées qui existent, qui sont peu connues, insuffisamment connus, et ces guides, ces solutions, on en trouve pour chacune des régions quasiment, et ces adaptations de solutions au bâti local méritent d'être largement déployées sous forme de formation aux entreprises pour faire en sorte que les entreprises aient le réflexe du choix de la juste solution pour éviter par exemple de créer des pathologies qui pourraient être liées par exemple à l'utilisation de matériaux qui confineraient l'humidité dans la façade avec des façades qui par exemple auraient des propriétés mécaniques qui se détérioreraient en présence d'une forte humidité. Ou à l'inverse, on a aussi des types de façades anciennes dont les propriétés mécaniques se détériorent quand la façade est trop sèche. Donc on peut avoir les deux phénomènes dans un sens comme dans l'autre. C'est pour ça qu'il faut regarder au cas par cas, et que ces travaux d'adaptation des solutions, à ma connaissance, ont été faits pour, je pense, l'intégralité des types de bâtis existants, mais on constate un vrai manque de déploiement de ces solutions, de diffusion sous forme de formation locale aux entreprises pour que le geste, le réflexe de choix de la solution soit le bon, et que l'on puisse de manière sereine déployer des travaux de rénovation énergétique sans risquer des pathologies diverses et variées. Moi, je voudrais simplement, aucun d'entre vous n'a parlé d'un risque éventuel ou pas, de pénurie de matériaux. Est-ce que vous pouvez nous rassurer là-dessus? Non, je crois qu'on va avoir dit au démarrage que de manière générale, il n'y avait pas de risque perceptible de ce point de vue-là. Donc il peut y avoir des situations ponctuelles pour d'autres raisons, mais a priori, les industriels ont les capacités de suivre les besoins en matériaux dans le cadre des objectifs qui ont été fixés. Vous avez dit aussi que donc en termes de filière, il y avait tout à fait une capacité aujourd'hui à pouvoir répondre à une demande dans le cas où, bien évidemment, on souhaite cette massification. Tout à fait. En termes de qualification que de... Oui, d'une manière générale, les qualifications, enfin mes collègues pourront valider, mais les qualifications sont là. Bien entendu, les besoins de main-d'œuvre sont
un souci constant. Ce n'est pas propre à notre industrie, à nos industries, mais c'est clair que les moyens sont là. Il peut y avoir pour un certain nombre de produits importés, mais qui encore une fois sont une minorité dans nos domaines pour des raisons très très conjoncturelles, des manques ponctuels, mais je dirais que ce n'est pas, en tout cas, c'est pas un sujet sur lequel on est aujourd'hui inquiet. Au titre du groupement du Mur-Manteau, l'intégralité des détenteurs de systèmes d'avis techniques d'isolation thermique par extérieur disposent de centres de formation certifiés qui, toutes les semaines, sont quasiment pleins parce qu'ils forment des compagnons des ouvriers. Tous ces détenteurs de systèmes d'isolation thermique par l'extérieur interviennent également dans des centres de formation pour apprentis, interviennent dans des lycées professionnels. Il y a des syndicats professionnels aussi qui essayent de rendre les métiers de l'isolation thermique par l'extérieur plus attractifs. Voilà, parce qu'il faut être clair, aussi dans les métiers du bâtiment, nous avons un certain nombre de personnes qui partent à la retraite et qu'il y a certainement plus d'ouvriers qui partent à la retraite aujourd'hui que de jeunes qui ne veulent y rentrer. D'accord, ces petites choses que nous avons tous sur nous, ils sont aussi certainement pour quelque chose. Voilà, donc, mais il y a tout un effort aujourd'hui qui est fait par tous les industriels de l'isolation thermique par l'extérieur et d'autres syndicats ici présents ont, j'imagine, les mêmes démarches. Je crois que vous vouliez aussi intervenir là-dessus. Oui, je vous l'avais confirmé dans les propos liminaires. J'allais même dire qu'à l'heure actuelle, les industriels des laines minérales sont plutôt dans une période à gérer les arrêts techniques de lignes de production pour deux raisons essentielles. Le marché du neuf, on l'a évoqué, le marché de la construction neuve est en baisse conséquente et les évolutions de type stop and go sur les aides à la rénovation énergétique. C'est quand même plutôt ça que notre vécu depuis 1 an et demi, 2 ans que le manque de capacité. Et je vous l'ai dit, les industriels des laines minérales continuent d'investir sur leur capacité. Donc, il n'y a pas de sujet de pénurie si les décisions étaient amenées à véritablement relancer l'isolation dans l'efficacité énergétique. Voilà. Et avoir un peu plus de stabilité. Oui, c'est important. Vous imaginez que voilà, quand on arrête des portions de lignes ou que voilà, on saisonnalise la production sur la semaine, sur le mois, ça a des conséquences extrêmement importantes pour nos industries. Eh bien, écoutez, sauf si l'un d'entre vous aurait quelque chose à rajouter que nous n'aurions pas évoqué dans nos propos respectifs. Non, monsieur le rapporteur, plus rien ? C'est pile dans les temps. Eh bien, voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie très sincèrement d'avoir participé à cette table ronde. C'était très intéressant. Bonne continuation. Merci beaucoup.